Bienvenue à tous, asseyez-vous confortablement, comme moi, prenez un café ou un thé, au choix. Puis on va parler. Hi guys, je suis trop contente de vous retrouver. Bon, cette fois-ci je vais essayer de pas me rater puisque dans ma première vidéo en fait mon visage était coupé parce que je sais pas cadrer en fait. Enfin, moi je suis pas vidéaste. Donc encore une fois ce que je disais c'est que là c'est vraiment un gros challenge personnel pour moi qui est de parler face cam. C'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Ces derniers temps j'ai essayé de le faire un petit peu plus sur mon Instagram justement pour me préparer mentalement, mais en fait j'ai toujours détesté me voir en vidéo. Mais j'ai des choses à dire. Donc asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Prenez une petite tasse de thé, tout ça, et puis on va parler. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Peut-être que vous tombez tout juste sur ma chaîne, parce qu'il paraît quand on est dans le YouTube game, il faut dire abonnez-vous. Donc j'essaierai, vu que je ne sais pas monter, de faire apparaître la cloche quelque part, dans les airs, quelque part. Il faut aussi afficher ses réseaux sociaux, il me semble, quelque part là. Bref, vous l'avez compris, je débute dans le YouTube game. Donc au début, il va y avoir des cafouillages, ça va bafouiller un petit peu, mais m'en tenez par rigueur. Je viens ici comme je suis. Là, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, donc j'ai 10 minutes top chrono pour vous parler avant tout ça. Donc sur mon Instagram, je vous ai demandé quel format de vidéo vous préféreriez pour la série Être une femme noire en voyage. Donc qu'est-ce que c'est que pour moi cette mini-série? C'est l'occasion tout simplement de vous délivrer des témoignages de femmes noires en voyage. Donc je vais commencer par les miens et ensuite du coup hello à toutes mes sœurs de We Are Blackpackers. Si vous passez par là, n'hésitez pas à me contacter par email, vraiment vous êtes les bienvenus parce que plus on aura ce genre de témoignages, mieux ce sera. Parce que, petit disclaimer, je n'entends pas du tout faire un témoignage universel qui parle pour l'ensemble des femmes de France et de Navarre. Je vais vraiment parler de mes expériences personnelles en voyage. Et donc, voici une de mes nombreuses anecdotes de voyage que j'ai vécu. Donc, je vais vous parler de mon voyage en solitaire en Tunisie. Il y a un an maintenant, j'ai été en Tunisie seule. C'était même il y a un petit peu plus d'un an puisque je crois que c'était quelque chose comme mars ou mai 2019. Bref, c'était une période de ma vie où j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Vraiment le voyage pour moi c'est... Enfin, il n'y a rien de tel. C'est le moment où tu déconnectes de ta réalité, de ton quotidien, et ça te permet de te poser les vraies questions d'un côté et d'avoir du temps hors de ton... comment dire ça, de tes habitudes. Donc plus tard, je vous ferai des vidéos là-dessus sur le fait de voyager seule, mais là, on va se concentrer sur le sujet du jour qui est les expériences que j'ai pu vivre. Du fait que je sois femme et du fait que je sois noire, ou les deux, en voyage. La première des choses, c'est que avant de partir pour ce voyage, mais les gens m'ont fait baliser. Mais vous pouvez pas savoir. En fait, je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Je sentais que j'avais besoin de couper. J'étais à ce stade où voilà, j'avais besoin d'un ailleurs. Et comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches. Je vous remettrai le lien en bio de mon article de blog où je vous explique comment je fais pour trouver des bons plans, partir en voyage, comment je m'organise, tout ça. Et enfin pas en bio, pardon, dans la description. J'oublie qu'on n'est pas sur Instagram. J'ai vraiment pas l'habitude de YouTube Game, pardonnez-moi. Et en fait, au moment de partir, quand j'ai dit bon voilà, je pars en Tunisie. Les gens me disent ah bon, tu pars en Tunisie, mais t'es sûr? On commence à me dire oui, mais... La Tunisie, c'est chaud, non? Ma famille qui me disait oui, en Tunisie, ils aiment pas trop les noirs et tout ça. Mes collègues maghrébins qui me disaient ah tu vas en Tunisie, ah c'est bien et tout. Mais qui me faisaient comprendre que ouais, en gros c'est bien, mais pour les maghrébins ou pour les blancs, mais pour les noirs, tout seul, c'est un peu chaud. Alors je ne dis pas que c'est la vie de tous les maghrébins, je ne dis pas que c'est la vie de
tous les Noirs, ou même de tous les membres de ma famille, je vous fais juste part de tous les retours en fait qui me sont afflués. Et du coup comme ça m'a imprégné l'éponge d'une espèce de vague de stress. et en fait j'en tenais pas rigueur. C'est-à-dire que c'était un stress si vous voulez, mais que j'avais accumulé, emmagasiné en moi, que j'avais mis de côté et j'ai fait mon voyage. Mais j'avais cette petite sonnette qui était au-dessus de ma tête. Quand je suis partie, tout ça en fait, je sais pas, je pense c'est resté sur le tarmac parce qu'à partir du moment où j'ai décollé, j'ai pris l'avion, mais ça y est en fait. Moi j'étais partie, j'étais dans mon monde, j'étais dans ma bulle. Et j'avais pas envie de faire le truc, vous voyez, le truc classique de la Tunisie, le all-inclusive, tout ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je pense pas que ce soit un mode de voyage qui me corresponde. Là récemment, j'ai été en hôtel 4 étoiles quand j'ai été à Majorque une nuit. Dans le mode de gros hôtels, tout ça. Et en fait, je pense que c'est juste pas moi, en fait. C'est pas la façon dont je suis, c'est pas la façon dont je voyage. Donc là, je m'étais dit, pour la Tunisie, c'est chaud. Il y avait eu les attentats 1 ou 2 ans auparavant. Il y avait eu plusieurs attentats. L'économie du tourisme était en berne. Et du coup, j'ai dit, écoute, je vais essayer de sélectionner des pensions. Je trouve plus le mot, des guest house. Mince, comment ça s'appelle ce truc? Je l'écrirai parce que j'arrive plus à me rappeler. Des maisons d'hôtes, voilà. Je vais essayer de trouver des maisons d'hôtes et de faire un séjour itinérant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 3 maisons d'hôtes. Et j'ai également contacté en amont sur les groupes de voyageuses, donc sur le groupe We Are Backpackers, les WAB. J'ai demandé, voilà, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des conseils sur la Tunisie, et il y avait des Tunisiennes dans le groupe, et certaines m'ont fourni des noms de groupes Facebook pour participer à des randonnées. Donc ça a été ma première expérience géniale. Ça a été le premier jour, je suis partie en randonnée avec des personnes du coup tunisiennes, de tous âges. C'était fou, parce qu'il y avait des mères avec leurs enfants de genre 10 ans, il y avait des jeunes, il y avait des étudiants, il y avait des jeunes parents. Il y avait aussi par contre beaucoup de personnes au chômage parce que c'était par temps de crise. C'était ouf quoi, c'était génial. Et on était dans ce bus et du coup c'était la fête, ils avaient ramené des instruments de musique, ça dansait, ça chantait, c'était hyper convivial. Et moi en fait j'avais juste échangé quelques mails sur Facebook avec un total inconnu qui m'avait dit on se donne rendez-vous là. Normalement il fallait payer en avance et il m'avait dit écoute il n'y a pas de souci. Donc ça s'appelait Rando Maïma, le groupe par lequel j'étais passée. Il m'a dit il n'y a pas de souci, je comprends, tu viens de France, tout ça, tu me payeras sur place. Et donc on s'était retrouvés à un café, j'étais arrivée, j'avais retiré, je les avais payés. Franchement c'était vraiment pas cher, j'ai plus le montant en tête, je crois que c'était, je vais l'écrire, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 30... Je sais plus, je confonds avec le Maroc, désolée. Et bref, je leur écrirai, mais c'était pas cher. Et franchement, meilleure journée. C'est-à-dire que donc là, j'ai vécu quelques petites anecdotes. C'est que du coup, eux parlaient presque que arabe, même si en Tunisie, beaucoup de gens parlent français. Il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient français en fait. Il y avait une personne qui avait fait des études en France et qui du coup, elle parlait bien français. Mais il y en a d'autres qui ne parlaient qu'arabe. Donc en fait, on parlait un peu par des jeux de signes, etc. On échangeait. Et ils me posaient des questions, ils me demandaient si moi je parlais arabe, parce que du coup, en fait, en Tunisie, ils ont pas mal de personnes qui viennent des autres pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire, pour venir étudier en Tunisie. Et en fait, c'est là que tout s'est gâté. Donc cette journée-là était magnifique, merveilleuse, mais en fait, cette information-là qu'ils m'ont donnée, de m'expliquer pourquoi ils voulaient savoir si je parlais arabe et pourquoi pour eux, une femme noire, enfin une personne noire, c'est censé parler arabe, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Qui m'est arrivé. Les gars, j'ai failli finir en zonze. J'ai failli finir en zonze. Quand je vous dis j'ai failli finir en zonze, en prison, donc pour ceux qui ne savent pas, zonze c'est le diminutif de prison, je me suis faite arrêter par la police tunisienne. Je vais vous expliquer comment tout ça s'est passé. Fin de cette première journée de randonnée, j'arrive, je donne rendez-vous à mon taximan. Mais qu'est-ce que j'ai... Pas mon taximan, au chauffeur de la maison d'hôte où je devais aller. Mais oh là là. J'avais pas réussi à acheter de puce.
j'avais déjà fait du hors forfait parce qu'en fait, dès que vous allumez vos données cellulaires, ça coûtait très cher. On s'était pas compris sur le lieu de rendez-vous avec la personne. La nuit commençait à tomber et là, c'était cadeau. Donc je vois finalement on réussit à se retrouver. Je retourne au café où j'avais retrouvé les autres et gentiment je leur demande est-ce que je peux passer un coup de fil. Je l'appelle, il me laisse, il me dit non c'est bon, pas la peine de payer. Donc vraiment adorable. Je pense que pendant ce voyage j'ai jamais rencontré autant de personnes adorables que pendant ce voyage. Les gens, ils étaient aux petits soins, à chaque fois ils me disaient fais attention, fais pas ci, fais pas ça, passe pas par ici, passe par là, est-ce que tu as besoin d'aide, je pense que vraiment il n'y a pas à dire, c'était top. Et là donc je retrouve mon chauffeur qui me ramène, donc on a vu peut-être 1 heure de route à Rafraf j'étais. Donc dans la zone de Rafraf, à Sounin plus précisément. Et la chambre d'hôte s'appelait, la maison d'hôte s'appelait Villa Sounia. Donc c'était une chambre d'hôte, une maison d'hôte mais magnifique. Vraiment, je vous invite à aller voir mon article dessus pour retrouver les références, mais génial. Et donc Nabil qui travaillait là, adorable, et qui me propose le lendemain comme j'explique en fait à la gestionnaire de la maison d'hôtes que j'avais en tête comme planning, il me propose de me faire un forfait à la journée et de me conduire toute la journée. Donc de là on part tous les deux, on commence à se promener, tout ça, et il m'emmène là où je voulais aller, mais il me fait aussi découvrir sa région, puisque lui il est originaire de la région. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On se retrouve dans un endroit, et là on voit une voiture de police qui commence à nous suivre. Je demande à Nabil ce qui se passe, il me dit t'inquiète pas, tout ça, on s'arrête. Il s'arrête et il commence à me demander de baisser ma fenêtre et à parler à Nabil à travers comme ça. Donc moi je suis entre les deux, il lui parle et il lui parle en arabe. Donc bien évidemment je ne comprends pas l'arabe, donc je ne comprenais rien de ce qui était en train de se passer. Et je vois Nabil qui est hyper jovial, se tendre. Et là je me dis c'est la merde. Et là je commence à repenser à tout ce que j'ai lu sur les groupes de voyageuses et à me dire merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me suis dit, a priori, il va me demander mes papiers. Est-ce qu'il faut que je les lui donne ou pas? Le mec me demande mes papiers. Je lui donne mon passeport. Il regarde mon passeport. Il me regarde. 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 Mon passeport. Il me regarde. Il regarde mon passeport. Il me regarde. Et il me dit... Vous êtes française? Je dis oui. Il me dit... Vous êtes sûre que vous êtes française? Je lui dis oui, je suis là pour le tourisme, tout ça. Là, le mec part, marche jusqu'à la voiture où son collègue l'attendait. Mais donc, là, je vous raconte ça comme ça, posément. Mais mon cœur, il battait à 1 million à l'heure. Il battait à 1000 à l'heure. Je me suis dit, mais... Je suis seule. Le gars a pris mon passeport, il est en train d'aller voir son collègue. Il le montre à son collègue, je les vois rigoler tous les deux. Et là, je comprends que c'est chaud pour moi, en fait. Parce que je me dis, s'il rigole, c'est sûrement que... Soit il me croit pas. Soit il se fout de ma gueule, mais il a pas l'air d'être là pour rigoler, en fait. Il a pas l'air d'être là juste pour me dire, voilà, je vais te rendre ton passeport et fin. Donc il prend son toki. Bon, ça a appelé à sa centrale ou je ne sais quoi. Et là, je demande à Nabil d'expliquer, et Nabil me dit... Oui, en fait, vu que j'ai mon taxi, machin... En fait, le gars, j'ai compris ça qu'après, mais il s'est imaginé que j'avais des faux papiers et que Nabil était en train de m'emmener je ne sais où pour passer la frontière ou je ne sais quoi. En fait, il a cru que j'étais une immigrée clandestine, clairement, que j'avais des faux papiers, que Nabil, c'était un passeur et qu'il allait m'emmener pour passer... Voilà. Donc voilà l'histoire. Si vous vous rappelez bien dans ma précédente story time, je vous ai parlé de mon expérience au Sri Lanka. Je vous ai parlé du fait que la chose qui m'avait le moins marqué, c'était cette histoire de on ne croit pas que je suis de nationalité française parce que dans l'imaginaire collectif, être français c'est être blanc. Je vous avais aussi dit que ça c'était beaucoup irrité du fait que la vision mainstream qu'on diffuse de qu'est-ce qu'un français, c'est une personne blanche et qui répond à certains critères. Et moi, clairement, je ne rentrais pas dans cette case-là. Dans un article de Slate du printemps dernier, l'autrice écrivait
La vraie Parisienne est plus proche d'Aya Nakamura que d'Inès de la Fressange. Et ces mots, en fait, ils ont vraiment résonné en moi. Je pense que c'est notamment dû au fait que chaque fois que je vais à l'étranger, on remet en cause ma nationalité, mon appartenance à la France, mais que ça ne se limite pas au dehors des frontières de l'Hexagone. Cette contestation, je la vis aussi en France. Et je pense que c'est ce qui fait que ces mots ont tant de poids. Et donc autant dans certaines situations, ce stéréotype et ce préjugé n'a entre guillemets pas d'autre effet que les effets éventuels qu'il pourrait avoir sur ma santé mentale ou autre. Je dis pas que c'est pas grave, mais c'est une chose. Mais là, ça pourrait avoir des conséquences sur mon intégrité physique. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'ils nous ont embarqués et qu'ils m'ont ramené au poste de police. Donc j'ai été assise là, la personne avait mon passeport et j'étais complètement dépendante de sa bonne volonté. Tout ça parce que on n'admet pas qu'une personne noire puisse être de nationalité française. Et je sais qu'il y en a qui vont passer par là, qui vont dire Oui, mais il y a des cons partout, etc. Mais non, ce n'est pas juste une question d'avoir des cons partout. C'est une question que les stéréotypes racistes ont des véritables conséquences sur la vie des personnes concernées. Et ça, même quand on est dans le cadre du divertissement, même quand on est dans le cadre du chill, même quand on est dans le cadre du voyage, qui est censé être un truc pour s'échapper, pour s'évader, pour vivre des bons moments. Donc, à ce moment-là, je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, si, je comprenais, j'étais lucide, j'étais calme, je me suis pas interposée, j'ai rien dit. J'ai commencé à écrire sur mon téléphone, à me dire voilà, il va falloir que j'envoie un message à quelqu'un. Ils ont fait toutes leurs vérifications. Et en fait, entre-temps, on a croisé un autre garde-frontière qui est ami avec Nabil et qui a dit oui, c'est pas grave, qu'elle s'inquiète pas, de toute façon, elle est française, ils font de l'excès de zèle, ils vont continuer de faire de l'excès de zèle, mais qu'elle s'inquiète pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et oui, c'est ce qui s'est passé, c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est ce que j'ai vécu ce jour-là, ce n'est aucunement normal. Et ça aurait pu tourner autrement en fait. J'étais juste au bon vouloir d'une personne. Vous voyez, il suffit d'une personne au comportement raciste, d'une personne qui est exposée aux stéréotypes, pour vous mettre dans des situations extrêmement difficiles et extrêmement problématiques. Donc voilà pour cette anecdote sur la façon dont j'ai failli finir en prison en Tunisie. Bien évidemment, après ça, ils m'ont laissé partir, ils m'ont rendu mon passeport, mais franchement, c'était traumatisant. Parce qu'on se dit, mais on n'est pas en sécurité sur des choses où on pense l'être. Dans un article de la fin de l'année dernière, la journaliste Jennifer Padjemi interviewe l'autrice du compte Instagram Décolonial Voyage. Ce compte, j'ai commencé à le suivre il y a quelques mois, ou peut-être même années, je sais plus trop. Et il y a une phrase qui m'a tout particulièrement interpellée dans l'article. Je cite « Voyager n'est pas juste un loisir. C'est un acte qui doit être abordé en tenant compte des nombreuses ramifications qu'il génère, comme par exemple les différentes façons dont s'expriment les dominations entre le Nord et le Sud. J'avais donc besoin d'un espace pour le faire. » Je peux vous dire que je me suis particulièrement reconnue dans ces mots. Parce que l'objet de cette mini-série, c'est pas juste de vous partager des bons plans, des trucs et astuces pour voyager. Il en existe des tas, des comptes qui font ça. Et oui, il y en aura quand même, parce que j'avoue que j'adore ça, vous partager des bons plans et tout ce que j'ai aimé découvrir moi-même ou aimé faire. Mais je pense que c'est aussi important de parler de toute cette partie un petit peu plus politique, un petit peu plus sociologique, que le reste des comptes voyage s'évertue à cacher ou dont ils ne souhaitent pas parler. Voilà. Donc c'est tout pour moi. S'il y en a parmi vous qui ont vécu des expériences similaires, qu'elles me les écrivent. Encore une fois, je vais vous mettre des ressources concernant les thématiques dont j'ai parlé, concernant les stéréotypes de ce que serait un Français versus ce que n'est pas un Français, qu'est-ce qui contribue à véhiculer cette image. Et c'est tout pour moi et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Être une femme noire en voyage et de nouveaux Spirit Talk. Bye!